La guerre en Ukraine en ce moment est dans tous les journaux. On n'arrête pas de parler de la guerre entre les Russes et l'Ukraine, et souvent d'une manière extrêmement partiale et extrêmement souvent avec des gens qui n'y ont jamais mis les pieds et qui regardent ça uniquement sur des cartes, que ce soit des généraux ou que ce soit encore pire des journalistes qui, eux, n'ont jamais quitté Paris et qui hésitent très souvent à sortir du périphérique. Mais là, j'ai avec moi Régis Le Sommier, qui est grand reporter, qui lui a passé énormément de temps en Ukraine, que ce soit du côté ukrainien ou du côté russe, et qui vient de sortir un livre qui s'appelle Jusqu'au dernier Ukrainien, et livre aux éditions Max Milo, et dans lequel justement il raconte cette vie aux côtés des Ukrainiens, aux côtés des Russes, et surtout sur les théâtres d'opération. Et ce qui m'a intéressé justement, et ce pourquoi je l'ai invité, c'est qu'il a une vision beaucoup plus réelle de ce qui se passe actuellement en Ukraine, une vision beaucoup plus réelle des forces en présence, et puis probablement de la façon dont les deux camps vivent cette guerre. Et c'est vraiment ce côté proche du terrain, réel, que l'on voit dans le livre Jusqu'au dernier Ukrainien, et qui m'intéressait de vous faire partager aujourd'hui en vidéo. Donc, Régis Le Saunier, bonjour. Bonjour. Là, vous étiez en Afghanistan, mais vous avez été très régulièrement en Ukraine. Le dernier séjour était en janvier, il me semble, notamment dans le Donbass. Vous avez été où exactement en Ukraine lors de vos différents voyages? La première fois que j'ai mis les pieds en Ukraine, c'était à peu près un mois après le début de la guerre. J'ai eu l'occasion d'accompagner des... Vous savez, à l'époque, il y avait eu un appel du président Zelensky aux volontaires internationaux. Il y avait un peu des gens de tous les pays qui s'étaient portés au chevet de l'Ukraine pour combattre dans ses rangs, pour combattre dans la Légion ukrainienne. Il y avait aussi la Légion géorgienne. Il y avait tout un tas il y avait un petit côté guerre d'Espagne dans ce monde qui affluait au chevet de l'Ukraine, et j'ai rencontré des gens là-bas. Ouais, j'avais déjà des contacts avec eux et ils m'ont proposé de les rejoindre en Ukraine, et c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai accompagné 3 volontaires français qui venaient d'horizons d'ailleurs assez différents. L'un d'eux venait plutôt des milieux d'extrême gauche. Il avait combattu avec les Kurdes au Rojava contre Daesh. Ils avaient deux d'entre eux, donc le militaire et donc le deuxième était un militaire, le troisième faisait partie d'une boîte de sécu, et c'était des gens qui finalement voulaient étaient prêts à donner leur vie pour des causes qu'ils estimaient justes. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez noble dans leur histoire, plus en regard de la guerre en Ukraine où des centaines de volontaires affluaient. Et il y en a encore qui combattent côté ukrainien dans le Donbass. Il y en a aussi qui combattent du côté russe pour des raisons différentes, bien sûr. Mais j'ai voulu les accompagner, j'ai voulu ressentir un peu être à côté d'eux et découvrir l'Ukraine à travers ce qu'ils vivaient. Et du coup, qui combat en ce moment en Ukraine? C'est-à-dire qu'on a des jeunes recrues, les fameux réservistes mobilisés par Vladimir Poutine il y a quelques mois. On Mhm. a des vétérans, on a des milices, on entend souvent parler de Wagner, on entend troupes régulières. Enfin, c'est un peu enfin, vu de Paris, enfin de France, c'est le bazar. On n'arrive pas bien à voir qui est vraiment Mhm. sur place et ce qui se passe réellement en fait sur les lignes de front. Alors moi, ce que j'en ai vu, hein, donc vous avez mentionné ma dernière expérience qui était probablement la plus intense de ce que j'ai pu vivre pendant ce conflit. Aujourd'hui, on vit dans des endroits où des hommes se font la guerre par des températures sibériennes, ou dans la boue, au milieu des gravats, avec des zones de combat qui ressemblent à une sorte c'est la destruction totale. Où il y a plus, vous avez, moi, j'ai arpenté certains
certaines zones anciennes d'habitation où il n'y a pas un muret de plus d'1 mètre qui est encore debout et toute la végétation a été brûlée et vous avez de la neige et vous avez voilà un temps le temps se réchauffe donc la terre devient de la boue et il est difficile d'avancer et puis après la semaine suivante ça regèle et à ce moment-là on peut avancer dessus. Mais enfin, les conditions sont Ça fait absolument penser un je crois peu qu'on ne à ce qu'on lit ou ce qu'on entend sur Verdun, ouais tout détruit, moi la j'ai eu cette boue, le froid, oui, enfin vraiment, ça fait penser à ça, quoi. surtout ce qu'il faut réaliser par rapport à Verdun, c'est une chose qu'on oublie un petit peu et que moi je n'ai pas vécu Verdun, mais mon grand-père l'a vécu et j'ai été très marqué étant jeune par ses souvenirs et cette guerre qui a eu une importance considérable en France, hein, il y a à peu près 250 000 jeunes Français entre 19 et 50 ans qui sont morts pendant 4 ans, quoi, tous les ans. Donc, j'ai été très marqué par j'avais ça et le vivre à une petite dose, hein, puisque je suis pas resté, j'ai accompagné pendant environ 10 jours ces gens et les moments où je suis allé sur la ligne de front étaient restreint, hein, ne serait-ce que pour les questions de sécurité, c'était extrêmement difficile. Enfin, on risque sa vie à tout moment dans ces endroits-là. Je voudrais insister sur le fait que une, 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 une chose que les gens ne se rendent pas compte, c'est les duels d'artillerie. Les duels d'artillerie, ça vous percute les tympans, ça vous reste dans la tête très longtemps. Et dans cette campagne ukrainienne, dans cet est ukrainien, ce sont de part et d'autre des échanges d'obus en permanence. La plupart des blessures, d'ailleurs, sont occasionnées par ce qu'on appelle des shrapnels, c'est-à-dire des éclats d'obus, en fait, qui viennent vous perforer le corps en fusion à 300 km/h. Et donc là, c'est vraiment dès qu'on entend un obus arriver, qu'on entend un sifflement, on se planque, on est par terre. Il y a eu quelques moments où moi j'aurais souhaité rentrer sous terre, Mm. tant c'était intense. Et ça, c'est en permanence. Ça peut commencer à 3 heures du matin, ça peut commencer à 6 heures, ça peut commencer dans l'après-midi. Il y a juste que j'ai cru noter lors de ma dernière journée sur la ligne de front, c'est que vers midi, il y a une sorte d'humanité commune qui ressurgit quelque part chez les deux belligérants ukrainiens et russes, et puis il y a une sorte d'accalmie un peu comme s'il était sans qu'on se soit mis d'accord ni quoi que ce soit, un usage comme quoi on calme un peu les échanges d'artillerie pendant la pause déjeuner. Mais sinon, c'est ça qu'il faut comprendre. La vie de ces gens, c'est des gens qui passent leur temps terrés, passent leur temps dans des trous à rats, dans les caves des maisons détruites, et qui, dès qu'ils arrivent à la lumière du jour, courent. Ils courent en permanence. Parce qu'il y a la peur d'être détecté par les drones. Il y a les drones qui sont la nouveauté du champ de bataille. Vous parliez de Verdun. À Verdun, il n'y avait pas de drone. Mm. Il y avait quelques avions, mais là, il y a du drone. Et le drone, il peut vous détecter, il peut vous éliminer, il peut envoyer une frappe d'artillerie sur vous. C'est le souverain du champ de bataille. Toutes les infos transitent par le drone. Elles sont ensuite répercutées. Moi, je l'ai vu faire sur des sortes de tablettes qu'ont les soldats. Et ensuite, ils font des calculs et ils envoient leurs calculs aux positions d'artillerie pour traiter l'objectif en C'est face. c'est- Et c'est- les Ukrainiens font exactement la même c'est des chose. soldats sur Voilà. la ligne de front qui ont les drones et les tablettes, qui Oui, repèrent les autres et qui ouais, après tout à contactent fait. l'artillerie qui, elle, est à Oui, plusieurs il kilomètres. contacte l'artillerie qui est derrière et on traite le char ukrainien en face ou la position d'artillerie ou l'obusier qui a été repéré. Et une fois qu'on a fait ça, et une fois que on envoie en gros des petits commandos avec un BTR, c'est-à-dire une sorte de véhicule blindé et avec qui va appuyer cette infanterie. Donc il y a une infanterie qui avance et on va essayer de conquérir cette position, de faire des tranchées
et puis de grignoter comme ça, puisque on le voit bien d'ailleurs sur l'évolution de Bakhmout. Bakhmout et les environs, c'est des petits grignotages. On a parlé vous parliez des plateaux de télé, on entend parler de contre-offensive ou d'offensive. En réalité, les deux armées aujourd'hui sont arrivées l'une et l'autre, à mon sens, à un état d'épuisement qu'elles ne peuvent plus monter de grandes offensives, comme a pu la monter l'armée ukrainienne du côté de Kharkiv, parce que il y a eu une perte en termes humains assez phénoménale, et que aujourd'hui il peut y avoir des offensives éclairs. On peut imaginer que l'Ukraine est capable d'en refaire une, mais globalement, pour tenir ces 900 kilomètres de front, vous imaginez 900 kilomètres de front comme ça. Alors il est pas tout le front n'est pas aussi actif, mais en tout cas il faut mobiliser des moyens, il faut des hommes, il faut des défenses, il faut miner, il faut bunkériser toute cette ligne de front, et donc tout ça, ça demande énormément de ressources. Et donc ce à quoi on assiste depuis quelques mois, c'est un grignotage plus ou moins intelligent, avec des zones où ça marche, où ça marche pas. Bakhmout est quand même, faut le reconnaître, on le voit bien, un peu à deux doigts d'être encerclé. Donc est-ce que les Ukrainiens vont être capables de tenir cette position longtemps? J'en sais rien. Avdivka, pareil, ça c'est du côté de Donetsk, c'est un peu plus au sud. Là, les Russes ont réussi à couper la voie ferrée d'approvisionnement de la ville. Donc là, il y a vraiment un problème critique pour les défenseurs. Et est-ce qu'ils vont accepter finalement de facto un an? Et puis vous avez Vuhledar, qui est plus au sud, et là où les Russes sont montés à l'assaut et ont eu énormément de pertes. C'est presque même une défaite militaire. Donc, en fait, voilà, je vous donne des noms de villes qui sont aussi significatives, parce que ce qu'il faut qu'on se rende compte, c'est que des centaines de gens aujourd'hui meurent en combattant pour des villes de la taille de Gif-sur-Yvette ou Pont-à-Mousson, quoi. Ouais. Voilà, c'est des petits villages sur lesquels vont s'écharper deux armées qui sont équipées à peu près également de la même chose, hein. Il n'y a pas, quand on dit aussi les armements étrangers, j'entends ce que j'ai vu et ce que m'ont dit les Russes dans l'endroit où j'étais, c'est que les Ukrainiens leur envoient essentiellement des obus russes. Il y a assez peu de HIMARS, il y a assez peu de... Donc toutes ces nouvelles armes occidentales existent, elles existent sur le front, mais elles ne font pas... L'armée ukrainienne est encore pas mal équipée par de l'armement post-soviétique, quoi. Enfin, les militaires qui se battent, c'est quoi? C'est des jeunes. L'enfer Oui, alors que vous avez décrit, bon, Mmh. moi, continue à me faire penser à Verdun, c'est-à-dire qu'on a deux armées qui Mmh. se regroupent, qui fixent une ligne de front très longue, et puis Mmh. bah, c'est aller mourir un peu plus loin, c'est-à-dire on essaie de gagner 5 mètres que l'adversaire va regagner le Mmh. lendemain. Mmh. Est-ce que là, Mmh. on a des jeunes de 16 ans, 17 ans, 18 ans, parce qu'il faut quand même. Moi, j'imagine pas Mmh. un jeune Parisien de 18 ans faire ce genre de choses. C'est quand même pour le moral, faut Alors tenir ça, quoi. on C'est extrêmement dur. ça, on va en parler. Je pense que c'est essentiel. Vous mettez le doigt là sur un phénomène qui est totalement sous-estimé, ou en tout cas qui est très peu abordé dans les médias occidentaux. C'est la nature des combattants. On entend des portraits parfois élogieux et tout à fait de gens tout à fait respectables. On voit surtout évidemment des portraits d'Ukrainiens. Et il y a des gens il y a des volontaires, des anciens militaires qui sont venus prêter main forte, et certains ont payé du prix de leur vie. Mais le combattant de base, c'est souvent côté russe comme côté ukrainien, quelqu'un qui a déjà vécu une vie qui est une vie dure. Ce sont souvent des paysans, ce sont souvent des gens qui ont été mineurs, ou qui ont eu des activités, comment dire, qui ont eu des jeunesses très très dures, et qui correspondent un peu au profil du russe ou du slave, c'est-à-dire quelqu'un qui est habitué à une existence pénible. Et ça fait tout dans une guerre. Ça veut dire qu'ils sont capables d'encaisser des privations, ils sont capables de se priver de choses et de résister. On oublie, si on fait la comparaison avec Verdun, avec 14-18, que qu'est-ce qui a fait tenir la France en 14-18 sont ces paysans. On n'envoyait pas des citadins dans les tranchées, on envoyait des gens du Limousin, de Bretagne, du Languedoc,
de Corse. Hein. C'était voilà, des gens qui avaient été arrachés à leur champ et qui ont filé un fusil, un uniforme et qu'on envoyait dans les tranchées. Bah là, c'est la même chose. Avec en plus aujourd'hui des éléments parce que on n'est plus dans les armées de première, seconde guerre mondiale où il y avait des millions d'hommes. Il y a moins d'hommes évidemment dans les armées aujourd'hui. Donc il y a aussi un renfort de part et d'autre parce que c'est pas. Vous parliez de la PMC Wagner tout à l'heure. Le principe de la société militaire privée existe un peu des deux côtés, que ce soit dans l'armée, dans une structure plus officielle. Moi, j'étais avec un bataillon qui s'appelle le bataillon des vétérans. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ce sont des vétérans de Tchétchénie, de Géorgie, parfois même il y en avait un qui avait 62 ans, qui avait fait l'Afghanistan, qui viennent encadrer des plus jeunes, notamment les fameux 300 000 mobilisés de Poutine, qui là, il peut y avoir des intellectuels. Hein. Il y avait un jeune qui avait fait ses études à Voronej et qui me racontait qu'il avait répondu à l'appel et que il voulait servir son pays. Il m'expliquait ça et c'était quelqu'un qui avait 25 ans. Donc il y avait cette espèce ils sont tous dans ce cas-là, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui ont répondu à un appel ou ils sont obligés d'être là? Alors, je pense que certains n'ont pas eu le choix. D'accord. Moi, je n'ai pas rencontré au moment où j'y étais, mais j'imagine que on m'allait pas me mettre dans un bataillon avec des types qui allaient me dire non, non, on n'est pas d'accord. Ça, c'est évident. Et je pense que du côté ukrainien, c'est exactement pareil. Donc voilà, on m'a mis avec des types très très motivés pour le coup. Maintenant, j'ai aussi vu des conscrits à l'entraînement pour qui c'était la première fois qu'ils touchaient un fusil. L'entraînement était quand même relativement sommaire. Il y avait un pad de tir, un polygone de tir, et puis on faisait quelques essais à plusieurs types d'armements. Bon, c'est pas des as de la gâchette. Ils viennent là, ben voilà, ils doivent y passer. Et puis 2 jours plus tard, on les amène, ces fameux vétérans, les amène au front, quoi. Ça fait le nombre, c'est ça qui fait le nombre. Donc il y a une pénurie d'hommes de chaque côté, hein, évidente. Hein. On a beaucoup mis l'attention sur les 300 000 mobilisés du côté russe, mais en Ukraine, il y a beaucoup de gens qui ont été parfois amenés, contraints et forcés dans l'armée, quoi. C'est la guerre, c'est comme ça. Donc voilà. Mais il faut insister, je pense, sur cette nature d'individu qui est complètement différente de la nôtre. C'est-à-dire que en termes de force et de résistance physique, nous n'avons pas la force et la résistance physique qu'ont ces gens-là, côté ukrainien comme côté russe. Il faut bien être clair que si on s'engage davantage dans cette guerre, on a une armée qui est très entraînée. Hein, elle vient de passer 8 ans au Sahel, à évoluer avec des principes de rotation dans des univers extrêmement compliqués aussi, mais des univers plus de guérilla, avec des techniques d'embuscade, d'IED, d'ennemis qui se dérobent. Là, on est dans une guerre conventionnelle classique avec un front. Donc c'est un peu différent, mais il faut se rendre compte que si on décrète une conscription en France aujourd'hui, qu'on se trouve sur les plans, et en Europe plus généralement, on se retrouve sur les plaines de l'Ukraine à combattre des soldats russes de l'autre côté, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Voilà, ils sont capables de se battre dans des conditions d'enfer qui reprend à Verdun, avec des drones qui surveillent, avec une vie qui tient un fil à tout moment, et sans oublier une température de -15. Voilà. Ils sont capables de se battre dans ces conditions-là. Donc nous, on ne sait plus du tout se battre. On ne sait plus ce que c'est que la guerre. Donc là aussi, c'est peut-être un élément à prendre en considération, dans un sens que s'il doit y avoir une guerre mondiale avec un front, imaginons que l'Europe affronte la Russie, est-ce qu'on a les moyens, nous humains, de faire cette guerre? C'est pas sûr. Oui. Déjà qu'on a des problèmes d'armement et de fabrication, alors que les Ukrainiens utilisent, je regardais en une semaine à peu près l'équivalent du stock français pour un an. Voilà, on est loin du compte. On est loin du compte. Et du point de vue humain, je vais reprendre une comparaison historique, mais c'est Stalingrad, c'est-à-dire qu'on envoie toujours des gars qui vont se faire mourir, qui vont se faire tuer rapidement. Les Russes, si je me souviens bien, à Stalingrad, avaient un fusil pour 2 ou pour 3 personnes, et on disait, suivez celui qui a le fusil, quand il est mort, vous le prenez, et puis vous avancez.
Et en fait, c'était vraiment une Mm. boucherie, quoi. On est dans ce genre de Non, choses ou pas? et j'ai entendu d'ailleurs un général français expliquer sur un plateau que les Russes se battaient avec un fusil pour deux. Non, on n'est pas dans cette configuration-là parce que on n'a pas le même nombre d'hommes. L'armée russe, c'est 300 000 hommes, l'armée ukrainienne, c'était 250 000, enfin, peut-être un peu plus, un peu moins, ou 500 000. Enfin, bref, on n'est pas dans des armées avec des millions d'hommes comme on était à l'époque de Stalingrad. Les Russes ont perdu plus de 20 millions de soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Hmm. On n'est pas dans ces configurations-là. Aujourd'hui, on est dans des armées, voilà, qui se comptent sur les centaines de milliers d'hommes, avec chacun des spécialités, des unités, une façon de faire la guerre. Donc c'est pas l'idée de monter à l'assaut. Alors, elle a pu être employée dans le cadre de la PMC Wagner avec justement les conscrits, c'est-à-dire qu'on va prendre de la chair à canon dans les prisons et on dit au type bah voilà, t'as la liberté, mais il faut que tu ailles combattre, faut que tu gagnes toi ta liberté en fait avec ton sang. Et là, on peut se permettre d'être un peu moins regardant sur l'utilisation des hommes, et on va les envoyer à l'assaut, en effet, dans des situations qui sont quasi suicidaires. Mais ça permet aussi d'avancer. C'est ce qu'a prouvé Wagner avec Bakhmut. Je rappelle qu'il y a 6 mois, un certain nombre d'experts qu'on voit toujours d'ailleurs parler sur les plateaux et nous expliquer que Bakhmut n'avait aucun intérêt, que Wagner c'était la Ligue de l'humanité, etc., et que Prigogine c'était un abruti, alcoolique, etc. Mais bon, en réalité, il a réussi quand même à fixer l'armée ukrainienne sur Bakhmut, et Bakhmut est devenu un enjeu puisque le président Zelensky veut s'y cramponner coûte que coûte. Il y a un Hmm. enjeu peut-être plus symbolique que stratégique, mais en tout cas, c'est Wagner. Il faut quand même prendre un peu au sérieux Wagner. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que j'écoutais un sniper ukrainien l'autre jour qui faisait un post, et un journaliste lui disait: ah oui, mais en face, vous avez des types qui acceptent de mourir par centaines. Sous-entendu, vous devez vous régaler à les tirer comme des lapins. Et le type a dit: non, non, pas du tout. Wagner, c'est des combattants redoutables. Il y a des professionnels chez eux, et il y a des anciens Spetsnaz, il y a des anciens des forces spéciales, il y a effectivement des anciens prisonniers, mais ils sont très très bons, et voilà. Et donc, en fait, avec ce côté incantatoire des plateaux télé où vous avez ces gens qu'on voit à longueur de temps et qui, en fait, n'ont dans leur vie jamais vraiment eu une connexion réelle avec la guerre. Même pour certains généraux, ils ont été dans les états-majors, alors ils ont gratté des papiers et des trucs où ça parlait de la guerre et que ça parlait d'armes, etc. Hmm. Ils ont peut-être eu des responsabilités opérationnelles, mais ils n'ont jamais vu ce que c'était réellement. Et ce qui fait la différence, et ce qui est très important, c'est la qualité humaine et justement l'assemblage. Et le principe de la société militaire privée, ben, c'est quand même quelque chose qui fait partie d'une certaine guerre contemporaine. Et regardez ce qu'a réussi Wagner aussi. Wagner arrive je fais pas leur éloge, hein, mais du tout, mais Wagner, j'essaie de comprendre ce qui y a dessous. C'est l'ennemi, c'est le combattant sans visage, avec le patch à tête de mort. Hmm. C'est extrêmement contemporain. C'est extrêmement du point de vue de l'image, et Dieu sait si l'image est importante, que ce soit les salauds, les pierres, etc. C'est quelque chose qui fait peur. Voilà. Et quand on est dans une guerre, bah, faut faire peur à l'adversaire pour espérer gagner. Et on peut pas continuer à dénigrer en permanence et à dire: regardez, ils sont nuls, ils sont nuls. Ils sont nuls, mais ils sont toujours là. C'est ça le problème. Et moi, ce que j'essaie d'analyser quand je vais dans ces zones-là, c'est pourquoi ces gens continuent à se battre, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui les motive. Là aussi, oui, Poutine, obsédé par la Seconde Guerre mondiale, mais non, tous les Russes sont obsédés par la Seconde Guerre mondiale. C'est pas que Poutine. Quand vous êtes dans les forêts au nord de Bakhmut, on arrive dans un campement, il y a des tranchées qui ont été créées, et puis je dis à un des soldats, je dis: mais c'est étrange, pourquoi y a-t-il des tranchées? On est loin du front, il n'y a pas besoin de tranchées. Il dit: non, non, mais c'est des tranchées allemandes, elles datent de 1942. On a repris les tranchées allemandes. Donc ils vivent véritablement avec leur histoire sous les pieds, si vous Hmm. voulez. Donc, quand on cherche à dire: oui, les Russes ne savent pas pourquoi ils se battent, mais bien sûr que si, ils le savent. Bien sûr que si, qu'ils ont l'impression. Alors peut-être qu'elle est fausse, cette impression, peut-être que ça, c'est de la propagande, mais quand on leur dit: vous battez, vous refaites, vous continuez, vous terminez, vous devez terminer contre les nazis la guerre de vos grands-parents, mais ils ont vraiment l'impression que c'est ça qui se passe.
et que si la Russie perd, la Russie n'existe plus. Donc ça, c'est ce qui leur a été raconté, mais ça marche de façon extrêmement puissante. Et c'est pas la peine de dire oui, les Ukrainiens savent pourquoi ils se battent parce que c'est leur nation et qu'elle est agressée. Ça, c'est une évidence. Mais de l'autre côté, ils ont aussi il y a aussi une explication pour la raison pour laquelle ils se battent. Et, et en fait, ce que je trouve, c'est qu'à vouloir dénigrer et à vouloir regarder l'adversaire, lui prédire tous les comment de mourir en enfer, bah finalement quand ça se produit pas, on a l'air con quoi. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Des gens, je vous dis, certains généraux, j'entendais le général Yakovlev par exemple, qui en novembre dernier nous expliquait que l'armée russe était en train de s'effondrer. Bon, on est en mars, elle ne s'est toujours pas effondrée, donc il y a peut-être un petit autocritique et un petit voilà, et de se dire que finalement les Russes ont fait beaucoup de conneries. D'abord, ce sont les agresseurs, ça, il y a aucun doute là-dessus, mais que peut-être qu'ils ont aussi appris. Et peut-être que aujourd'hui, si la guerre est arrivée à un point où on ne grignote plus que des villages et sur une immense ligne de front, bah, c'est que voilà, quelque part, aucun des deux adversaires n'a réussi à l'emporter sur l'autre. Et au point de vue de l'armement, on parle souvent de l'arme. Alors, on a parlé des drones. Vous m'avez dit aussi que Mhm. l'armement occidental n'était pas vraiment encore sur la ligne de front côté ukrainien. Au moment où j'y étais, Comment vous étiez? c'était une zone très très intense, hein, une zone de conflit. Les Russes me disaient non, il n'y a pas de HIMARS. J'ai vu des résultats de frappe de HIMARS du côté de Kherson, Zaporizhia, où là, en effet, il y a eu un usage de ce type d'armement américain, qui a eu un effet considérable sur le champ de bataille. Mais pour ce qui est du Donbass, dans les échanges d'artillerie ou dans ce que les Russes pouvaient trouver quand ils arrivaient à mettre la main sur du matériel ukrainien, il y avait très peu de matériel étranger. Et côté russe, on Voilà. a quoi? C'est du vieux. L'image que l'on a, parce qu'on est Ouais. alimenté par ça, par les médias, et qu'on n'a pas d'autres sources d'informations, sauf quand des gens comme vous reviennent. Mhm. L'image que l'on a, Mhm. c'est on réutilise des chars de la Deuxième Guerre mondiale. On est côté Non, peut-être russe, pas, peut-être pas. Non, on est non, complètement dans non, les non, vapes, quoi. on n'utilise pas. Non, non, on n'utilise pas les T-34, on utilise des T-54 qui, c'est intéressant parce que les Russes, il y a, chaque char a un chiffre qui correspond à son année de fabrication. D'accord. Donc, le T-34, Seconde Guerre mondiale, T-54, c'est 1954. Le T-54, c'est un vieux truc rouillé, certes, mais, bon, il fera pas le poids contre un Léopard 2, il fera pas le poids contre un Defender britannique, mais avec des comment de l'infanterie en accompagnant un assaut et une infanterie, il peut très bien faire le job. De même l'armement, l'armement c'est des RPG, des RPG 7, du SPG 9, des PK. Voilà, c'est de l'armement type soviétique pour une part, et puis il y a eu de l'armement russe un peu plus. Donc il y a un peu de tout. Mais pour ce type de guerre qui est à la fois ultra high tech sur la détection, etc. Et quand on fait l'assaut, bah, un bon fusil de base, un AK-47, ça peut très bien fonctionner. Hein. D'accord. Et j'avais Voilà. entendu, je crois, dans une de vos interviews, il me semble, hein, je me trompe peut-être, mais que vous parliez aussi des orgues de Mmh. Staline qui étaient réutilisés, c'est vrai ou... Oui, 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 bien sûr. Bah, d'accord. bien sûr, ça c'est ce qu'on appelle les missiles Grad. C'est des gros missiles comment bien destructeurs, pas très précis. Mais bon, ça fait des salves d'artillerie et la puissance de l'artillerie russe, elle reste toujours redoutable. Vous savez, on a beau avoir tous les armements sophistiqués, les 17 canons César, si en face il y a 500 hordes de Staline, Oui. je vous laisse imaginer de quel côté de quel côté va l'emporter. Vous Et du voyez. coup, alors, on a des forces en présence qui sont à peu près de la même, qui ont toutes les deux un équipement qui leur suffit. Ils ont le nombre d'hommes qui, enfin, il manque d'hommes tous les deux. Ils ont Mhm. bloqué un front sur une longue surface, 900 km. Ils ont bloqué un front. Mhm. Du coup, on a un rapport de force où plus rien ne bouge et où plus rien ne semble devoir bouger. Est-ce qu'on va rester comme ça pendant des années ou parce que en France, ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, hein, on est resté comme ça pendant Ouais. des Mhm. années.
Donc, Mais vous est-ce avez qu'on est comme raison. ça ou est-ce que... Mais non, mais vous avez raison, parce que aucun des deux adversaires ne veut reconnaître qu'il ne veut partir dans une négociation parce qu'il pense qu'il peut encore gagner. Mais c'est exactement ce qui s'est passé entre 14 et 18. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les protagonistes disaient non, non, là, attendez encore quelques mois et on va leur foutre la pâtée. Là, il faudrait que le front perce à un endroit. Alors, on sent bien que les Ukrainiens ont un projet de contre-offensive au sud, dans la zone de Zaporizhia, pour essayer d'arriver vers Mélitopol, pardon, parce que c'est à travers champs, il y a assez peu de fractures sur le terrain qui permettrait aux Russes de faire des lignes de défense. Donc là on sent bien qu'il y a une possibilité de foncer vers Mélitopol et ensuite Berdiansk, et du coup de couper en deux la partie du territoire contrôlée par la Russie. Ça, c'est une possibilité. Mais est-ce que l'Ukraine a les moyens, parce qu'il y a un problème de masse critique. Les Russes sont à 130 millions d'habitants, les Ukrainiens à peu près à 40 millions. On sent bien qu'en termes d'effectifs, on va être un peu court, et plus vite, à mon sens, côté ukrainien, malgré l'aide occidentale, on va être plus vite à court côté ukrainien en termes d'hommes que côté russe. Alors ensuite, les Russes sont pas à l'abri de faire une erreur stratégique. Il y a aussi le génie des commandants, de l'état-major, des chefs. Est-ce que Gerasimov, Zaloujny côté ukrainien est un type extrêmement redoutable aussi. Donc tout ça, ça va être affaire de qui va être intelligent. Sur l'affaire de Kherson, les Ukrainiens ont été plus intelligents. Je reviens en septembre 2022 en annonçant une offensive sur Kherson qui a jamais finalement complètement eu lieu, et puis finalement en poussant à l'est de Kharkiv, et en faisant reculer les Russes. Et là, ils ont obtenu une victoire éclair, souvent le vieux principe que de dire ah, je vais attaquer au sud et en fait j'attaque à l'est. Hmm. Seulement le problème de ça, c'est qu'on peut le faire qu'une fois. Maintenant, les Russes n'ont pas été très précautionneux à l'époque. L'accumulation des troupes ukrainiennes dans la zone de Kharkiv, elle était visible depuis la fin août, et ils auraient pu se douter qu'il se préparait quelque chose. Mais bon, il y a eu une sorte d'enfumage bien piloté par Zelensky à l'époque, et ensuite Kherson est tombé, je dirais, par absence de combattants, puisque les Russes se sont retirés, considérant que c'était une ville extrêmement compliquée à défendre pour eux. Ces 20 000 hommes qu'ils avaient là, ils ont pu les redispatcher sur l'ensemble du front et solidifier sur le front, ce qui s'est produit. Et ensuite, depuis, on a la situation que vous avez décrite. Voilà, la vraie question, c'est chacun attend l'offensive de l'autre. Il devait y avoir une offensive d'hiver russe. Il n'y a eu que ce que je vous dis, un grignotage progressif, puisqu'on n'est même pas encore à la conquête de Bakhmout. Est-ce que les Ukrainiens ont les moyens et auront les moyens, avec les chars Bradley, avec les chars Léopard, d'enfoncer les lignes? Rien n'est moins sûr. Un char, oui, c'est 14 chars polonais, Léopard 2 polonais donnés. Si en face les autres en alignent 500, ça servira pas à grand chose. Et le char est un élément important. Ce sont évidemment, mais s'il n'y a pas d'appui aérien, ça ne fonctionnera pas. Donc, et le char peut se trouver très isolé d'ailleurs, avec notamment la détection des drones, et les capacités de traiter ces armements aussi. Donc, on est en fait, voilà, dans une sorte d'épuisement des deux, une vraie guerre d'attrition, avec attaque sur des points stratégiques. On a vu quand l'Ukraine peut le faire, le pont de Kerch, certaines usines, certains bâtiments avec des principes de guérilla, de bombes sur le territoire russe, aussi des drones. Il y a eu un village aussi qui a été attaqué par des nationalistes ukrainiens côté russe, et puis côté ukrainien, c'est la destruction des centrales électriques, de tout ce qui peut, empoisonner la vie quotidienne des Ukrainiens pour empêcher justement l'approvisionnement des troupes et perturber toute la machine de guerre ukrainienne. Voilà, c'est de l'attrition classique, c'est ce qui est en train de se passer. Et là, la question, c'est quand, on ne sait pas quand, et si un des deux acteurs voilà, moi je dis souvent cette phrase, elle est terrible parce que elle est promesse de milliers de morts. C'est la Russie ne peut pas perdre la guerre et l'Ukraine ne peut pas la gagner. Voilà. Oui, ça,
Ça promet. Enfin, effectivement, si on est dans ce cas de figure-là, on est parti sur une guerre longue et sacrément meurtrière. Bah, pour le moment, selon toute vraisemblance, c'est vers ça qu'on s'achemine, hein. Il n'y a pas il y a le plan de paix des Chinois, mais les Chinois arrivent avec un plan de paix. Où est le plan de paix des Américains? Enfin, je veux dire, si ces acteurs-là ou des Européens, si tous ces acteurs-là disaient bon bah là maintenant faut qu'on avance et qu'au moins qu'on entame des négociations, là il y aurait peut-être quelque chose. Mais les Ukrainiens ne veulent pas entamer des négociations tant qu'ils n'ont pas reconquis les terres comment prises depuis le 24 février. Et du coup, les Américains disent on ne fera rien sans la décision des Ukrainiens. Donc, total, il n'y a pas de statu quo et les hommes continuent à mourir. Ben, Régis Le Sommier, je vous remercie pour cette interview. Je rappelle votre livre Merci. Jusqu'au dernier Ukrainien des éditions Max Milo. Je mets un lien dans la description pour ceux qui veulent aller acheter le livre chez l'éditeur. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Et je vous dis à très bientôt.